Salut tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Je m'excuse vraiment, j'ai pas publié pendant 7 mois parce que j'étais en plein déménagement et j'ai découvert le bonheur des travaux où tu sais quand tu commences et tu sais pas quand tu finis et tu sais pas combien ça va te coûter. Là ça y est, j'ai fini, j'ai ouvert un petit Airbnb sur les pays de la Loire, en bord de Loire. Donc si vous passez visiter des châteaux dans la région avec votre famille, votre copine, n'hésitez pas à venir, ça serait cool. On se retrouve du coup pour ce débrief de France-Australie où on était tout d'abord très content de retrouver l'équipe de France depuis le Grand Chelem, même s'il y a eu la tournée cet été. On sait que tous les joueurs n'étaient pas présents, même si on sait qu'il n'y a plus vraiment de groupe 1 et d'équipe bis. On a quand même un groupe France qui est compétitif, quel que soit le moment de la saison et l'endroit où on joue. Avant de commencer ce débrief, je vais vous parler de Serge Collinet, qui est un auteur grâce à qui c'est un prof de PS, un entraîneur de rugby d'abord, grâce à qui j'ai commencé le rugby comme pas mal de monde dans un petit collège qui s'appelle Georges Braque, où j'ai entraîné par la suite. Et il vient de sortir un autre livre, parce qu'il écrit des livres maintenant sur le rugby. Ça s'appelle Mémoire du rugby à l'ancienne. Ça commence par une préface entre Émile Ntamak et Romain Ntamak avec des passes croisées, où la passe c'est la transmission et le ballon c'est la tradition. Je vous invite à le lire, moi j'ai eu la chance de pouvoir le voir, il est super ce livre. Allez, c'est parti. L'Australie, c'est la dernière équipe à nous avoir battus. On attendait ce match avec Jaco Pepper comme arbitre. Pour la petite anecdote, Jaco Pepper, c'était l'arbitre du quart de finale contre les Gallois sur la dernière Coupe du Monde. Il a eu la malheureuse idée de fêter son 50e match international en passant dans un pub avec des supporters gallois et en se photographiant avec eux, en mimant le coup de coude de Vahamaina. Autant vous dire que ça a fait un petit scandale dans le monde du rugby français. Le jeu au pied. Principe de dépossession ou non, on joue pour gagner. Les défenses, elles sont très bien organisées et si on n'arrive pas à avancer à la main, on est dans l'obligation de mettre du pied pour ne pas s'exposer. Cela veut dire que sur les ballons de contre-attaque dans le champ profond, on choisit les ballons qu'on va jouer. Si la défense elle est organisée sur sa montée et qu'on a peu de soutien disponible, on inverse la pression par du jeu au pied. Si l'adversaire n'est pas organisé, ou si ses partenaires sont disponibles, on peut contre-attaquer. Un autre indicateur important pour le joueur qui va réceptionner le ballon dans le troisième rideau, pour savoir s'il peut contre-attaquer ou non, c'est la présence de ses partenaires qui viennent faire office de typhus, de virus au milieu de la ligne défensive. On a le cas sur cette action avec Ramos qui réceptionne le ballon. Et on a deux joueurs français qui sont derrière les joueurs australiens. Donc ils ne peuvent pas faire d'obstruction puisqu'ils sont derrière les joueurs australiens. En revanche, ils vont anticiper le fait que les deux Australiens vont se retourner et pivoter pour pouvoir plaquer Ramos. Et là, en fait, ils vont ouvrir un couloir de manière à ce que Ramos passe entre eux. Mais il ne peut pas y avoir d'obstruction puisqu'ils sont derrière les joueurs australiens. Ils se retrouvent pas entre eux. À aucun moment, ils se retrouvent entre le porteur de balle et les défenseurs. Si tu veux plus d'informations sur le rôle des typhus et des virus dans la ligne défensive, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. C'est expliqué dans une vidéo du dernier tournoi Destination. La physionomie de la première mi-temps. L'Australie, elle est pas mieux que nous avec des nombreuses fautes techniques. Jusqu'à la 17e minute, malgré des sorties de camp qui sont compliquées, j'ai l'impression qu'on maîtrise le tempo du match et qu'on contrôle les possessions adverses. On est plutôt efficace sur les contests et on manque un petit peu de réalisme dans les zones de marque. Mais on garde l'initiative et la maîtrise sur le match. Puis arrive cette action. Et on réussit à générer de l'avancée. C'est ce qu'on cherche en permanence. On arrive dans la zone des 40 mètres adverses et on sait que dès que la France arrive dans cette zone, ils partent sur ce jeu pénétrant qui est ultra difficile à défendre avec des successions de pick and go, des joueurs qui sont très très forts sur tout ce qui va être attitude au contact et analyse situationnelle en temps direct pour savoir de quel côté on libère. Est-ce que je repars en pick and go? Est-ce que je rajoute une passe de plus? Est-ce que je me retourne et je fais vivre dans l'axe? On n'arrive pas forcément à trouver des solutions, mais c'est là où la capacité d'improvisation des joueurs, comme Danty le fait très bien ici, est essentielle pour réussir à déstabiliser une défense. Et quand on n'arrive pas à passer par la porte, on essaye de passer par-dessus la porte. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de voir Ramos qui prend l'information, qui prévient Dupont que la couverture du second rideau n'est pas assurée, et qui lui demande un petit jeu au pied par-dessus. Et là, pour moi, c'est le moment où la première mi-temps bascule. On est à la 17e minute, on est à l'initiative, principe de contre-attaque qui se font 3 passes, le coup est superbement joué et ils nous mettent un essai de 90 mètres. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que la France s'est éteinte pendant 10 minutes.
Et le jeu au pied de Dupont en R2 peut être gagnant. La probabilité pour qu'ils contre-attaquent de leur 22 mètres à 10 mètres de leur ligne d'en but comme ça, elle est quand même relativement faible. On peut s'attendre à ce qu'ils annoncent un marque, qui coupe le jeu, qui renvoie la balle chez l'adversaire, mais non, ils vont jouer le coup jusqu'au bout. On n'a plus l'habitude d'être mené, et je pense que la question qu'on se pose tous à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on va réagir? On n'a plus l'habitude. Alors pour se rassurer, on se met à jouer au gang terrain avec les Australiens, et c'est pour ça que j'ai commencé par le jeu au pied, puisque le jeu au pied est un prérequis indispensable pour le haut niveau. Sauf que moi, j'ai eu l'impression qu'on sortait progressivement du match. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression, avec de l'attentisme de la part des joueurs. Prenons ce jeu au pied dans la boîte de la part de Dupont. On est plutôt organisé pour monter en ligne, même s'il y a plus des profils lents que des profils rapides, mais on a une ligne normalement avec 2, 4, 6, 7 joueurs qui vont monter, on est capable de mettre un pressing qui va être efficace. On a ce jeu au pied dans la boîte de Dupont, et là il y a généralement deux options. Soit on va venir fermer le réceptionneur, c'est-à-dire que le réceptionneur, on va essayer de l'isoler de manière à ce qu'il ne puisse pas transmettre le ballon sur l'extérieur. Et dans ce cas, on vient couper la potentielle trajectoire de passe, ou on garde une ligne le plus dense possible, on immobilise le porteur de ballon le plus rapidement possible, de manière à ce que tous les joueurs qui ne sont pas dans le premier rideau défensif aient le temps de regagner le premier rideau défensif. On perd le duel aérien, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Mais là où ça se complique, c'est qu'on a l'ailier australien qui passe entre deux joueurs français sans qu'il ne soit touché. Ça, c'est la première grosse faute qui amène un break. On va se retrouver sur nos 22 mètres. Et là, immédiatement, deuxième grosse faute où on a Woki qui perd ses appuis et qui coûte une pénalité 22 mètres en face des poteaux. J'ai voulu regarder qui est-ce qui avait raté son plaquage et je me suis aperçu que c'est Cyril Bay qui rate son plaquage. Cyril Bay qui revient de blessure mais qui a dû se faire souffler les bronches à la mi-temps parce que l'action qu'il effectue à la 50e minute, c'est une action que j'ai rarement vu des piliers faire ça. Il est capable de prendre la balle, d'aller percuter assez fort parce que ça tape quand même très fort au niveau international. Il y a un second ruck qui se passe. Un ruck, une sortie rapide, c'est 3 secondes. Moins de 3 secondes, on considère que c'est une sortie rapide. Lui, en 4 secondes, il va être capable de se relever de sa percussion et du sol. Il était porteur de balle et de devenir porteur de balle sur le ruck suivant. Je trouve ça assez impressionnant. Après avoir pris la foot pendant 10 minutes, arrive cet arrêt de volée de Ntamak. Et là, c'est la nuit et le jour. Qu'ils n'aient pas joué ensemble depuis 7 mois, que certains joueurs manquent de rythme et aient besoin de se remettre dans les standards internationaux, qu'il y ait des fautes techniques et de l'attentisme, c'est la bascule. On a Ntamak qui trouve une touche et là, tout ça, ça va très très vite. Touche contrée, mêlée, lancement de jeu un petit peu cafouillé, mais où on arrive à gagner du terrain, pénalité, 3 points. Réception du coup d'envoi, Dupont qui n'est pas bon sur ses jeux au pied depuis le début de la partie est contré et on récupère la touche. De la touche, on passe à une pénalité, puis 3 points. Et là, à 20 secondes de la fin de la première mi-temps, l'Australie amorce une contre-attaque. On les cabosse sur le contre-ruck, ils ont l'opportunité de rentrer au vestiaire en étant devant et ils décident de jouer alors que le temps réglementaire est fini. On a une défense efficace qui vient presser très fort, on a Fickou qui récupère le ballon. Contre-attaque en premier rideau, il n'y a pas de couverture, il pousse au pied, on gagne le terrain. Les Australiens se retrouvent avec un ballon très très chaud et énormément de pression à 5 mecs de leur en but. Évidemment, nous on vient contre-roquer très fort puisque le porteur du ballon il est isolé de ses soutiens. Tous les soutiens doivent faire le tour pour venir roquer. Et derrière, on récupère le ballon et on marque un essai juste avant la mi-temps. Les intentions de l'Australie. Malgré des fautes techniques, l'Australie elle a montré la volonté de jouer. C'est ce qui les amène à mettre un essai de 90 mètres, mais qui les pousse à en prendre un juste après la sirène de la mi-temps. Comme beaucoup d'équipes, on essaie d'attaquer des zones de break. Si elles n'existent pas, on essaie de les créer. Sur la première mi-temps, l'Australie a des intentions avec White qui joue avec peu de pression. C'est un des régulateurs de l'équipe. Il a cette aisance technique et une capacité à porter le ballon pour menacer les premiers leaders. Et c'est pour ça que l'Australie essaye de mettre beaucoup d'animation autour de White. Sur le premier lancement de jeu, je me suis demandé si c'était volontaire de la part du rucker de regarder Aldrit qui lui avait gentiment enfoncé la tête dans le sol avant, de manière à focaliser l'attention du premier leader, ici Cyril Bay, à l'extérieur comme s'il avait besoin de circuler dans le sens. Et c'est là que White va porter pour consommer ce premier leader Cyril Bay en espérant que le leader de l'autre côté ne circule pas, c'est-à-dire ici Aldrit, et il croise avec un joueur pour attaquer cette potentielle zone de break. Quand on le voit la première fois, on se demande si c'est fait exprès. Et en deuxième mi-temps, ils ont exactement le même lancement de jeu.
Et sur ce second lancement de jeu, on voit que c'est Hooper qui essaye d'attraper le numéro 5 français de manière à le retarder, parce que le premier leader sera le numéro 7, de manière à ce que White attire le numéro 7 en espérant que le 5 ait un temps de retard sur son intervention. On le revoit ici sous un angle différent, où on voit que White, quand il va porter, ça va être vraiment l'objectif d'attirer ce numéro 7. Malheureusement pour lui, le numéro 5 n'a pas été assez ralenti par Hooper, et la zone de break va se refermer très rapidement. Imaginez que le numéro 5 français ait un poil plus de retard, on la voit très bien cette zone qui peut s'ouvrir juste à l'intérieur du premier leader sur un retour. Je pense que comme moi, vous l'avez remarqué, à la 53e minute, il y a la statistique suivante qui s'affiche. Ils sont à 15% de plaquage raté, tandis que nous, on est à 21%. Et à ce moment-là, ils décident d'aller en touche. Stratégiquement, ils décident de ne pas coller le score, mais d'aller marquer. Et ça leur réussit puisque à ce moment-là, ils arrivent à marquer. Et je le mets en relief avec les deux dernières pénalités, notamment celle à 5 minutes 30 de la fin du match, où ils mènent et ils pourraient décider de nous enfermer dans nos 22 mètres pour nous forcer à remonter le terrain et décider de ne pas prendre les points. C'est exactement ce que les Argentins ont fait contre les Anglais. À 5 minutes de la fin du match, ils ont une pénalité qui est dans les cordes de Boffelli, et ils décident de prendre la pénale touche. À ce moment-là, les commentateurs, ils sont interloqués. Mais personnellement, je pense que c'est très bien joué parce que on va avoir une possession dans les 22 mètres adverses. Il va falloir que l'adversaire remonte tout le terrain à condition qu'il récupère le ballon. Et ça a d'ailleurs réussi aux Argentins puisqu'ils battent les Anglais. L'aspect stratégique de la France. J'ai relevé quelques points qui m'a paru important de partager avec vous. Dès qu'on est proche au score ou qu'on mène, on a tenté de garder l'initiative, notamment sur les coups d'envoi offensifs pour disputer le gain du ballon. A contrario, dès qu'on a été dans une urgence comptable au niveau des points, on a volontairement laissé l'initiative à l'adversaire afin qu'il nous rende la possession du ballon. En y réfléchissant, ça paraît évident. J'ai l'initiative, je joue la récupération, quitte à faire des erreurs et à ne pas gagner la possession du ballon. J'ai besoin de la balle pour scorer, je force l'adversaire à me rendre la possession en tapant loin et en les obligeant à nous rendre la possession du ballon. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça va amener l'essai de Penaud sur la fin. Il reste 5 minutes à jouer. Sur le coup d'envoi, on décide d'occuper le terrain le plus loin possible pour forcer l'Australie à nous rendre la possession et qu'on ait une cartouche à jouer dans leur camp. On n'est pas super efficace sur le premier point de rencontre, mais ils nous rendent le ballon avec un jeu au pied plein centre sur Jalibert. Comme on le voit, les Australiens, ils ont réorganisé un premier rideau défensif dense et ils vont décrocher 2 joueurs pour couvrir le fond du terrain et pour prévenir des jeux au pied offensifs en bout de ligne. Jalibert gagne son duel et efface le premier défenseur. On a une sortie qui est relativement rapide. On décide d'amener le ballon dans la zone des 15 mètres. Ça va nous permettre une chose, ça va nous permettre derrière d'avoir tout le grand côté pour pouvoir attaquer. On a un premier point de fixation où on a perdu la ligne d'avantage. Et là, un fait intéressant, c'est qu'on a l'ailier qui couvrait le côté droit du terrain, qui du coup a dû suivre pour rester axe du ballon quand le ballon est venu se déplacer dans les 15 mètres, puisque son partenaire avec qui il partageait le terrain a dû monter sur la zone de combat. Et là, quand on va recommencer à déplacer le ballon, son partenaire ne décroche pas assez rapidement, et lui, peut-être avec la fatigue aussi due aux 75 minutes qu'il avait dans les pattes, ne vient pas fermer assez rapidement sur le côté ouvert. Il reste axe du ballon et là on va utiliser un jeu en pivot de manière à pouvoir déplacer le ballon dans la zone qu'il a laissée libre. Et on voit très bien qu'il a un temps de retard sur son intervention. Malgré ça, il arrive en 1 contre 1 face à Penaud. Et là, il défend plutôt pas trop mal puisqu'il ne se jette pas. Il attend, il essaye de contrôler de manière à attendre que ses partenaires puissent venir défendre en repli. Sauf que là, quand tu es face à un joueur comme Penaud qui est lancé avec toute la vitesse et la détermination qu'il faut pour aller marquer, c'est très compliqué. Il met un cadrage il met un retour intérieur d'école avec un raffut et il termine dans l'embut. C'est juste magnifique. J'ai été obligé de mettre une petite mention spéciale à Aldrit puisque White porte beaucoup le ballon en première mi-temps et 2 fois sur une action en seconde mi-temps, il vient taper le bras du relayeur sans toucher le ballon et je trouve ça assez fort. Et maintenant, je vais tout simplement vous demander votre avis sur les choix de la France lors des pénalités pendant les 15 dernières minutes. On est à la 68e minute. On fait le choix, alors qu'on a une pénalité sur la ligne des 15, dans les 22, d'aller en touche à la 68e minute. On est mené de 4 points. On peut recoller à ce moment-là à 25-26, mais on fait le choix d'aller marquer un essai alors que depuis le début, on tape les pénalités. On a cette touche qu'on négocie. On récupère une autre pénalité puisque le maul est écroulé. À la 69e minute, pénalité au même endroit, on décide à nouveau de prendre la touche.
On n'arrivera pas à convertir cette touche en points, puisque le lancement de jeu est très bon, mais il y a un en avant à 2 mètres de la ligne d'essai, c'est des choses qui arrivent. En revanche, à la 71e minute et 30 secondes, à 22-26 toujours, on décide de prendre les points à 40 mètres. La question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que c'est un choix rationnel? Les mecs se disent on aurait dû prendre les points il y a 3 minutes, 2 fois de suite, et on l'a pas fait, maintenant on déconne plus, on recolle au score. Ou est-ce que c'est un aveu de faiblesse et un manque de confiance dû au fait que les mecs n'ont pas joué ensemble depuis 6-7 mois et qu'ils ne sont pas sûrs à 100% de la façon dont ils peuvent jouer et qu'ils se disent on n'a pas réussi à marquer sur 2 pénaltouches consécutives, on va se recentrer sur des choses qu'on sait faire et ce qu'on maîtrise pour le moment et on prend les points pour recoller au score. Bon, ça fait super plaisir de retrouver son ordinateur et de recommencer à faire des petits montages parce que partager, j'adore le faire. Par contre, qu'est-ce que je suis rouillé? Ça fait 7 mois que la bécane, je ne l'ai pas allumée. Autant vous dire que sur tous les process pour faire le montage de la vidéo, etc., j'étais un petit peu rouillé, mais bon, j'arrive au bout. Comme je vous l'ai dit, je vais me lancer un petit peu plus dans YouTube pour essayer de vous proposer un maximum de contenu. En revanche, j'ai besoin, si vous pouvez, c'est partager, mettre un petit like, un petit commentaire, parce que plus la communauté elle va grandir, et plus il y aura pour moi la possibilité d'avoir des sponsoring, de faire financer des vidéos, et de m'investir et de donner de plus en plus de temps pour le projet. Voilà, on se retrouve pour le prochain débrief de la France, ça sera France contre les Box, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!